Bonjour à tous. On a patienté quelques moments pour permettre à nos participants de nous rejoindre. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette séquence qui est dédiée à un tour des pays de l'Europe centrale et orientale en 45 minutes. L'objectif de cette séquence étant de vous donner des actualités au niveau économique, sanitaire, géopolitique, euh, et de répondre à vos questions si vous en avez par rapport aux 6 pays qui sont aujourd'hui présentes. Je fais un tour de table pour introduire mes collègues. J'ai à mes côtés Sanja Ivanic de Belgrade, Zuzana Devergne de Bratislava, Lila Bacha de Varsovie, Martin Dietrich de Prague, Agnès Ducrot de Budapest et moi je suis Adriana Rocor de Bucarest. Comme je mentionnais tout à l'heure, trois thématiques en vue cet après-midi. On va démarrer par un bref update sur la situation sanitaire dans la région, en passant après par la crise ukrainienne et l'impact sur nos pays respectifs, et on finira par une actualité économique autour des principaux indicateurs. Si vous avez des questions, vous pouvez les adresser dans le chat. On essaiera de répondre à la fin de cette session. Avant de démarrer, je vous rappelle également que cette session est organisée dans le cadre du Business Booster Forum, un événement sur 2 jours qui est organisé par le réseau international des chambres de commerce françaises à l'international et qui vous ouvre des opportunités sur plusieurs pays du monde, plusieurs marchés. N'hésitez pas à consulter le programme et vous inscrire aux autres sessions qui sont encore programmées jusqu'à la fin de la journée de demain. Sans tarder, situation sanitaire en Europe. Il y a quelques semaines, on parlait de la fin de la crise sanitaire avec tous les pays qui enlevaient les restrictions à fur et à mesure. Aujourd'hui, on voit certaines situations revenir, certaines tensions dans certains pays, notamment à l'ouest. En Roumanie, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a plus de restrictions d'accès dans le pays, plus de restrictions sur l'organisation des événements, plus de masques dans la rue, à l'extérieur, à l'intérieur. Donc, il y a un programme normal, une vie normale qui a été retrouvée par tout le monde. Comment ça se passe chez vous, Agnès? Alors, en Hongrie, c'est un peu le même cas de figure. Il n'y a plus de restrictions d'entrée sur le territoire hongrois. Il n'y a plus de restrictions sur place, sauf dans les établissements de santé, où le port de masque demeure obligatoire. Il n'y a plus le pass sanitaire qui ne vous est demandé nulle part. Et la vaccination qui était rendue pendant un moment, pouvait être rendue obligatoire pour les employés, n'a plus le cas non plus. Donc, par contre, comme tu le disais, Adriana, on garde l'œil ouvert parce que nos frontières, notamment à l'Autriche, le nombre de cas augmente. Et la Hongrie prenait toujours un exemple sur les mesures à prendre sur l'Autriche par le passé. Donc, je pense que nous devons rester vigilants sur cette question. Martin, en Tchéquie, quelle est la situation sanitaire? Euh, la situation est exactement la même que disait Agnès tout à l'heure. Donc, plus de restrictions d'entrée au pays depuis un certain temps, plus de port de masque obligatoire, sauf les transports publics et les visites de médecins, les hôpitaux, les services sociaux, plus de restrictions au niveau d'organisation d'événements. Donc, retour à la vie normale avec quand même toujours dans le 10 000 cas par jour. Donc, un chiffre qui reste le même depuis quelques semaines. Donc, on reste vigilant et on regarde ce qui se passe aux alentours, exactement comme Agnès a mentionné. Lila, Zuzana, Sania, j'imagine que dans vos pays, c'est un peu similaire. Je vous laisse intervenir pour nous donner des détails, peut-être Lila.
Oui, alors en Pologne, donc en ce qui concerne la contamination journalière, donc on est à peu près à même niveau que la République tchèque, c'est un peu plus de 2000 cas par jour. On a encore quelques restrictions en fait de base, notamment le port de masque dans les espaces fermés et dans les transports publics. Donc, en ce qui concerne l'entrée sur le territoire polonais, donc toujours une obligation en fait d'avoir en fait une vaccination à jour ou bien un test antigénique ou PCR négatif. Et pour les voyageurs en dehors du Schengen, une soumission à une quarantaine de 7 jours. Mais la tendance est un peu comme partout en Europe à une levée en fait de restrictions. Zuzana? Oui, je vais continuer avec la Slovaquie. Bonjour à tous. La situation épidémiologique en Slovaquie reste un peu pire comme dans vos pays, mais elle continue à s'améliorer. Nous observons une diminution du nombre de cas positifs. Par contre, la moyenne quotidienne des cas positifs sur 7 jours pour la semaine dernière reste toujours autour de 10 600 cas. Et le taux de positivité des tests PCR autour de 50-55%. Mais malgré la diminution du nombre de cas positifs, les autorités préviennent que la positivité des tests reste toujours élevée et nous attendons une résurgence des cas suite à l'assouplissement récent des mesures et possiblement aussi la vague des réfugiés ukrainiens. Début mars, le gouvernement a annoncé que l'amélioration de la situation observée permet d'annuler la plupart des mesures antipandémiques. Actuellement, la seule restriction en vigueur, c'est le port des masques FFP2 qui est toujours obligatoire dans les intérieurs, dans les commerces et lors des événements de masse, même en extérieur. Concernant les conditions d'entrée sur le territoire slovaque, le pass sanitaire européen reste obligatoire pour les personnes vaccinées ou guéries dans les derniers 180 jours. Et en réponse à la guerre en Ukraine, sont exemptés d'isolement les personnes entrant sur le territoire de la République slovaque en provenance du territoire d'un État voisin dans lequel elles sont exposées à une menace du conflit armé. Je dirais que c'est le bloc de bonnes nouvelles. Hein. On dirait que tout va bien dans tous les pays. En Serbie aussi, on est sur une vague décroissante avec 1500 cas positifs tous les jours et l'abolition de toutes les mesures anti-épidémiologiques avec juste le port de masque qui est conseillé à l'intérieur, mais très peu respecté dans les magasins et dans les bureaux. Nous avons commencé la vaccination avec la 4e et la 5e dose, mais cette fois-ci, elle n'est pas encore, je l'espère qu'elle ne le sera pas, mais elle n'est pas encore obligatoire. Elle est juste conseillée pour les personnes fragiles et les personnes âgées. Donc voilà, ça c'est la situation en Serbie. Espérons, croisons les doigts, que ça reste pareil chez tout le monde. Merci, merci Sania. Effectivement, on souhaiterait avoir une trêve sanitaire au moins pour les mois qui suivent. Je vous propose de passer au deuxième sujet, un sujet qui nous préoccupe tous de loin ou de près. Je sais qu'en France, c'est un sujet qui est très présent dans l'actualité. Nos pays sont encore plus près de ce qu'on appelle la crise ukrainienne. La première chose que je voudrais vous préciser, c'est que dans nos pays, il n'y a pas la guerre. Donc, même si nos pays sont à peu près tous voisins de l'Ukraine et bien sûr très concernés et impactés d'une certaine façon par différentes situations et par le conflit qui se passe là-bas, la guerre n'est pas en Europe. Donc, ça, c'est un premier message qui me semble très important parce que d'une certaine façon, il y a une continuité de l'activité économique. Mais voyons un peu plus en détail quelles sont les nuances en fait de ces impacts. Et je voudrais démarrer ce tour de table par la Pologne, justement, qui est un pays voisin et avec un des plus importants impacts suite à ce conflit. Lila?
Oui, merci Adriana. Donc, en ce qui concerne la Pologne, donc aujourd'hui, la Pologne fait preuve d'une très grande solidarité avec les réfugiés en fait ukrainiens. Jusque-là, on a accueilli un peu plus de 2 millions d'exilés. Pour vous montrer un peu sur les grandes villes, aujourd'hui, les réfugiés, par exemple, ukrainiens sur Varsovie représentent un peu plus de 20% de la population. À Cracovie, c'est un peu plus du cinquième, en fait, de la population de Cracovie. À la mi-mars, le gouvernement polonais, en fait, il a voté une loi cadre qui permet en fait l'accès des Ukrainiens à l'ensemble des services dont ils ont urgemment besoin. Il s'agit notamment de la protection sociale, le droit au travail, soutien psychologique et bien sûr la scolarité pour les enfants. Il faut noter en fait que la moitié de ces réfugiés, c'est des enfants. Donc aujourd'hui, on a pu placer un peu plus de 100 000 enfants en fait, dans une école polonaise. Les universités actuellement sont en train de s'organiser pour accueillir en fait les étudiants. Selon les estimations, on s'attend en fait à une vague encore plus grande de réfugiés en fait les semaines à venir. Merci, merci Lila. La Roumanie également est un pays avec une frontière assez longue avec l'Ukraine. Elle a été aussi un premier pays d'accueil pour beaucoup de réfugiés dans les jours qui ont suivi le démarrage de ce conflit. Plusieurs enfin, à peu près, on estime à peu près 200 000 milliers de personnes en fait qui ont déjà traversé en Roumanie. La première vague de réfugiés était plutôt des réfugiés de transit en fait, qui visaient à accéder à d'autres pays en Europe parce qu'ils avaient de la famille, parce qu'ils avaient des réseaux de soutien. Là, on parle de plus en plus de personnes qui ont un potentiel de rester davantage sur le territoire roumain, justement parce qu'ils n'ont pas ce réseau de support ailleurs. Bien sûr, l'État roumain et la population roumaine ont fait preuve de beaucoup de solidarité, autant au niveau individuel qu'au niveau collectif, en assouplissant les conditions d'accès, l'accompagnement social, médical, l'accueil dans les centres de réfugiés. Aujourd'hui, un sujet assez important, notamment pour les personnes qui souhaitent rester davantage en Roumanie, c'est leur intégration professionnelle. Quelles opportunités de travail pour ces personnes-là, pour quel type de compétences, quel type d'entreprise, quel type de contrat. C'est beaucoup de questions qui se posent. Et aussi tout ce qui accompagne ces opportunités professionnelles en infrastructure de scolarité pour les enfants, médical, hébergement long terme et ainsi de suite. Voilà, beaucoup d'entreprises roumaines sont en train de recruter des compétences ukrainiennes, malgré, n'empêche, une première barrière de la langue, mais je pense que dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, ce facteur, en fait, ne sera pas un facteur bloquant. Passons peut-être justement à la Hongrie. Comment ça se passe, Agnès? Alors, la Hongrie, bien entendu, a aussi une frontière, mais beaucoup plus petite que la Pologne ou la Roumanie avec l'Ukraine. Continue d'accueillir des réfugiés depuis le premier jour, où ils sont aux alentours de 450 000 accueillis. Il faut savoir que plus de 70% sont uniquement en transit en Hongrie, c'est-à-dire ils repartent de la Hongrie. L'accueil est bien organisé, que ce soit aux frontières ou que ce soit dans la capitale. L'aide humanitaire et la population se mobilisent fortement pour les accueillir, les acheminer vers leur destination finale ou aider dans leur acheminement vers la destination finale. Il y a une énorme solidarité. La gestion de la crise est importante pour le gouvernement hongrois aussi, parce qu'il y a une année électorale, on en parlera tout à l'heure, les élections arrivent le 3 avril.
l'intégration professionnelle, ce sera encore plus difficile que ce qu'Adrien nous disait en Roumanie, parce que ceux qui connaissent un petit peu la Hongrie, le hongrois n'est rien de commun avec les langues des pays avoisinants. Donc, c'est un vrai challenge pour ceux qui souhaitent rester en Hongrie, et je pense que ce sera un des points de vigilance dans cette crise à gérer en Hongrie. Pardon, j'avais mis le micro fermé. Donc, Zuzana, je te posais la question, comment ça se passe chez toi? Oui, en Slovaquie, plus de 250 000 réfugiés sont entrés depuis le début de la guerre. D'une certaine manière, la vague des réfugiés en provenance d'Ukraine puisse aider l'économie slovaque, notamment en comblant un certain nombre de postes vacants à long terme. Il peut s'agir des emplois dans les professions en pénurie depuis longtemps, comme le secteur informatique ou les services sociaux, ou dans les secteurs qui ont été affaiblis par la pandémie, comme l'ORECA ou le tourisme. Le fait de combler les postes manquants pour aider les entreprises qui pourraient éventuellement envisager de déplacer leur production à l'étranger. Par contre, l'afflux des réfugiés peut cependant entraîner un certain nombre de complications sur le marché du travail, aggravant les inégalités régionales ou encourageant l'économie grise et le travail au noir. Elle peut également entraîner un gel des salaires qui, combiné à la hausse des prix, pourrait entraîner une baisse relativement importante des salaires réels pour les Slovaques. Hier, le gouvernement a approuvé ce qu'on appelle l'ex-Ukraine, une série de modifications législatives qui étaient nécessaires pour faire face aux enjeux liés à la vague des réfugiés. Le cabinet a convenu que les personnes qui accueillent les Ukrainiens qui demandent un logement temporaire chez nous ont le droit à une allocation financière qui peut aller jusqu'à 1 250 €. Il y a également des mesures dans le domaine des affaires sociales, par exemple, les travailleurs indépendants ukrainiens qui travaillent déjà dans notre pays avant la guerre et qui sont maintenant partis combattre dans leur patrie ne doivent pas payer l'assurance maladie ou l'assurance pension obligatoire pendant la période donnée. Les Ukrainiens pourront désormais s'inscrire auprès des agences pour l'emploi et bénéficier des programmes d'aide à l'intégration. Comme ça, c'est plus facile pour eux de travailler comme des médecins ou les ambulanciers ou dans les écoles, des bureaux, les services sociaux, etc. Cette loi précise également que les réfugiés qui viennent chez nous mais qui ne demandent pas l'asile ou un refuge temporaire ont droit à des soins médicaux urgents, mais pour une durée maximale de 30 jours, et les coûts seront remboursés par l'État. Ils sont aussi assujettis de différentes taxes. Cette l'ex-Ukraine, il s'agit aujourd'hui seulement d'un cadre, disons, législatif qui sera complété par des règlements ou par des décrets qui préciseront les différents points et leur mise en œuvre dans la pratique. Depuis le début de cette crise ukrainienne, pas seulement l'État et les municipalités, mais un très grand nombre de l'ONG et des individuels slovaques se sont mobilisés pour aider nos voisins. Comme la Slovaquie est un pays de transit pour l'aide humanitaire destinée à l'Ukraine, vendredi dernier, le gouvernement de la République slovaque a approuvé la proposition concernant la création d'un centre logistique humanitaire international qui permettra d'assurer un volume suffisant de transport de matériel humanitaire des États membres de l'Union européenne vers l'Ukraine via notre territoire, et toute l'aide humanitaire qui passe par la Slovaquie sera livrée à l'Ukraine dans le plus bref délai. Merci, merci Susanna. Martin? Merci Adriana. La République tchèque, bien sûr, joue son rôle dans cette crise aussi. Nous n'avons pas de frontière directe avec l'Ukraine, mais pourtant, la Tchéquie est un pays de destination. Il y a une grande minorité ukrainienne, beaucoup d'Ukrainiens qui vivent, travaillent ici depuis des années. Donc, bien entendu, le flux des réfugiés est assez important. Au jour d'aujourd'hui, il y a un peu plus que 200 000 de personnes qui se sont déjà enregistrées, inscrites. On estime qu'il y a entre 300 et 400 000 qui sont présents sur le territoire. Comme dans tous nos pays
respectifs, il y a une énorme vague de solidarité venant des individus, des sociétés, du gouvernement. Pour moi, c'est très important et je pense aussi très rassurant pour les pays de l'Europe de l'Ouest, parce que si on se rappelle de la crise des réfugiés de 2015, on peut dire que les pays de l'Europe de l'Est et d'Europe centrale ne jouaient pas vraiment un rôle très important. C'était surtout l'Italie, la France, l'Allemagne et nos pays, et je parle là maintenant surtout de la Tchéquie et des pays de Visegrad, étaient plutôt réticents en ce qui concerne la solidarité. Aujourd'hui, on voit ce rôle complètement inversé. Donc, ce sont nos pays, bien entendu, grâce à cette position géographique, qui accueillent le maximum de réfugiés et qui font le maximum pour aider les gens, tout simplement. En ce qui concerne, disons, l'approche officielle, gouvernementale, il y a des efforts d'alléger au maximum tout ce qui concerne l'administratif, donc il n'y a pas besoin de demander des visas pour travailler. Un système de reconnaissance de diplôme très simplifié a été mis en place. Maintenant, pour demander des allocations, ils ont créé une application mobile, donc les réfugiés n'ont pas besoin de se rendre au bureau pour demander leur allocation. Donc, on essaye de tout faire pour faciliter la vie des réfugiés. Bien entendu, il y aura sûrement un impact sur le marché du travail et il est très compliqué aujourd'hui d'évaluer dans quel sens, parce que premièrement, comme c'était déjà mentionné, la plupart des réfugiés, ce sont les femmes et les enfants. Donc, bien entendu, sur le marché du travail, il y a une pénurie de la main-d'œuvre, mais notamment dans l'industrie, dans la production, etc. Et de l'autre côté, beaucoup d'Ukrainiens ici travaillent dans l'agriculture, dans le bâtiment. Et c'est les hommes qui font vraiment le sens inverse, qui quittent le pays pour participer à la défense de leur pays vis-à-vis de l'agression russe. Donc, très compliqué aujourd'hui d'évaluer le vrai impact sur le marché du travail. Et je pense qu'on va devoir attendre encore quelques mois pour avoir une vision plus claire. Sania, comment ça se passe en Serbie? En Serbie, c'est un tout petit peu différent. Alors, la Serbie est actuellement dans un numéro d'équilibriste, je dirais, parce que d'un côté, nous avons voté la résolution des Nations Unies qui condamne l'agression russe et qui soutient l'intégrité du territoire ukrainien. Mais de l'autre côté, la Russie est un partenaire extrêmement important pour la Serbie et cette guerre vient de raviver tous les souvenirs de début des années 2000 et le bombardement de l'OTAN, de la Serbie par l'OTAN. Et aujourd'hui, nous avons notre opinion publique qui est partagée, je dirais, entre un sentiment anti-OTAN et un sentiment nous soutenons un pays qui a été agressé par un autre pays. Donc, une loi semblable à celle de celle en Slovaquie, l'ex-Ukraine, a été votée ici, qui permet l'accueil des réfugiés ukrainiens et leur permet de travailler ici et de bénéficier des prestations sociales, d'un côté. Mais de l'autre côté, la Serbie est le seul pays en Europe qui n'a pas voté des sanctions contre la Russie. Donc, officiellement, nous n'avons pas introduit des sanctions contre la Russie. Combien de temps ça va durer? Il y a des pressions absolument de tous les côtés pour que la Serbie également sanctionne la Russie. On ne le sait pas. Le secteur énergétique serbe dépend à 92 voire plus % de gaz russe. Et notre société pétrolière nationale est en quelque sorte une filiale de Gazprom russe, donc elle lui appartient à 56%. Donc, il y a beaucoup d'enjeux pour la Serbie et c'est une situation qu'on va suivre dans les prochains jours. Merci Sania. Pour clôturer ce tour de table, je vais partager rapidement avec vous
en faisant aussi la transition sur le dernier sujet, quelques conclusions d'un questionnaire qu'on a appliqué en Roumanie il y a quelques jours parmi les entreprises par rapport à cet impact et les répercussions de la crise par rapport à la vie économique. Et donc, suite à ces réponses, en fait, à ce questionnaire, les principaux facteurs de risque qui sont identifiés par le milieu des affaires sont l'inflation. On voit, enfin, et on verra tout à l'heure quel est le vrai impact dans des économies qui étaient déjà en anticipation d'une hausse inflationniste. Donc, par exemple, en Roumanie, on a une estimation d'aller jusqu'à 11% d'inflation pour le mois de juin. Aujourd'hui, on est à 8%. Un autre facteur de risque identifié, c'est la volatilité des taux d'échange. Par exemple, en Roumanie, pour l'instant, le taux d'échange reste assez stable. Il n'a pas été fortement impacté, mais avec une politique très volontariste de la part de la Banque nationale. Et je vous cite aussi trois autres éléments de risque. Le moral des collaborateurs, notamment dans les entreprises qui sont liées avec des filiales, soit en Ukraine, soit en Russie. Les salariés des entreprises sont concernés, inquiets pour le bien-être de leurs collaborateurs, enfin de leurs collègues ailleurs. L'interruption de la supply chain. Et là, je vais vous inviter dans le prochain tour de table peut-être de dire quelques mots si ça devient une réalité concrète dans l'économie de chacun d'entre vous. Et bien sûr, le choc entre l'offre et la demande, une déstabilisation, un déséquilibre entre une demande à la hausse et une offre à la baisse. Donc voilà quels sont les facteurs de risque et comment, par exemple, la Roumanie se comporte pour l'instant vis-à-vis de ces facteurs de risque. Et là, j'aimerais, pareil, ouvrir le tour de table et peut-être démarrer cette fois par la Tchéquie. Merci Adriana. En fait, je me joins à tes côtés. On a aussi réalisé un petit sondage parmi nos entreprises adhérentes. Les résultats préliminaires que nous avons aujourd'hui sont les mêmes. Donc, le risque d'inflation, le risque de la baisse de demande et la volatilité des taux de change. Il faut rappeler voilà, que la plupart de nos pays que vous voyez ici ne sont pas membres de la zone euro, à l'exception de la Slovaquie. Ce qui est très intéressant, parmi les répondants à notre enquête, il y en avait 41% qui ont des relations commerciales avec l'Ukraine et une moitié, 50%, des relations ont été partiellement cessées et 38% ont été complètement arrêtées. Donc, on voit un impact très, très important qui va se traduire voilà, dans des baisses des résultats financiers des sociétés, etc. Donc, quelque chose qui est assez évident déjà aujourd'hui. En ce qui concerne le regard économique un peu global, je dirais que le sujet numéro 1, c'est l'inflation. On était à 11% d'inflation en mois de février, comparé à février 2021, ce qui est le plus grand taux d'inflation depuis 1998. Et malheureusement, on estime que ce n'est pas la fin en fait, de la hausse inflationniste. Ce qui est encore, je dirais, un peu plus inquiétant, on commence à parler de la stagflation. Donc, on commence à faire rappel des chocs pétroliers des années 70. Donc, l'inflation, une énorme augmentation des prix de matières premières avec l'incertitude, donc la baisse de la demande des consommateurs, ce qui amène l'économie dans un cercle vicieux. Tout ça, voilà, pour ne pas être trop pessimiste,
il y a toujours des instruments, bien sûr, euh, pour faire face à cette problématique, donc la hausse des taux d'intérêt, etc. Mais surtout, avant le début de la guerre, de l'agression en Ukraine, euh, les résultats économiques, la perspective économique était très, très positive. Donc, fondamentalement, l'économie de la Tchéquie, et c'est le cas de tous nos pays, les économies sont saines, sont prêtes à repartir très rapidement suite à cette période de la crise épidémique, crise Covid. Donc, aujourd'hui, on vit dans un choc. On espère tous que la situation en Ukraine va de petit à petit se calmer et ça va prendre la fin. Et il n'y a pas vraiment de raison économique fondamentale pour pour en fait avoir une longue période de récession ou de stagnation, etc. Donc, dans ce cas-là, il faut voir que tout ce qui est la finance publique, nos pays sont quand même dans un très bon état. Euh, la base productrice est importante, le chômage est presque inexistant dans la plupart de nos pays. Donc, il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui sont plutôt positifs. Espérons qu'on aura bientôt l'occasion de repartir. Tout à fait, et c'est bien de souligner que beaucoup d'indicateurs ont potentiel à rester ouverts. On parlera demain dans une autre session sur un concept de résilience industrielle européenne. Effectivement, je vous invite aussi à vous reconnecter pour voir quels sont les avantages que l'Europe, dans son ensemble, peut donner en termes d'opportunités industrielles aux entreprises européennes ou non européennes. Mais peut-être aujourd'hui, passons à la Slovaquie. Zuzana, le seul pays en zone euro, comment l'économie réagit et quelles sont les actualités économiques chez toi? Oui, alors malheureusement, je vais confirmer les résultats de vos sondages concernant le supply chain. On rencontre beaucoup de problèmes, surtout chez les constructeurs automobiles. Juste pour rappel que l'industrie automobile en Slovaquie représente 13% du PIB, 50% de l'industrie et 47% des exportations slovaques. L'usine Volkswagen de Bratislava a déjà arrêté la production des véhicules au début de cette semaine pour 2 jours en raison d'une pénurie de pièces également due à la situation dans l'Ukraine en guerre. Concernant l'inflation, selon le ministre de l'économie de la Slovaquie, la guerre en Ukraine est un problème économique beaucoup plus important que la pandémie était. L'impact du conflit armé chez nos voisins commence déjà à se sentir bien dans l'économie, même si l'approvisionnement en pétrole et en gaz naturel en provenance de Russie sont toujours stables pour le moment. L'augmentation des prix des énergies a un impact sur la hausse générale des prix. En février 2022, la croissance des prix a atteint 9%. Et comme le préviennent les analystes, elle ne s'arrêtera pas si tôt, malheureusement. L'augmentation de l'inflation en février est principalement due à la poursuite de la hausse des prix des denrées alimentaires qui ont augmenté de 1,6% en glissement mensuel, ce qui a également fait passer leur prix en glissement annuel à 9,8%, ce qui est énorme. Il s'agit de la plus forte croissance en glissement annuel depuis août 2008. L'autre grande catégorie qui a influencé le mouvement à la hausse des prix, c'était bien sûr l'énergie. Récemment, l'impact du conflit en Ukraine a également commencé à affecter les prix. Avant le début du conflit, les analystes estimaient que le taux annuel d'augmentation des prix aurait dû être de 6%, mais aujourd'hui, ils parlent de 7 à 8, certains allant même jusqu'à 9,5%. Dans les mois à venir, nous pouvons attendre que l'inflation soit autour de 10 à 11% même. Le pic de la croissance qui était prévu au printemps, il arrivera sûrement un peu plus tard, en juin au plus tôt. On peut constater que seulement l'apaisement de la guerre entraînerait une stabilisation des prix.
Merci, Zuzana. Sania, peut-être la situation en Serbie, le seul pays de ce tour de table qui n'est pas dans l'Union européenne, comment l'économie serbe, quelle perspective dans l'état actuel? Je dirais un peu la même chose que ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Nous avons terminé l'année 2021 avec un taux de croissance de 7,7%. Donc, c'est le taux de croissance le plus élevé sur le continent européen. Donc, plein d'espoir pour cette année 2022 qui finalement ne nous permet pas du tout de faire de prédictions au vu de ce qui se passe actuellement. Les inquiétudes principales en Serbie, c'est justement ce qu'on avait mentionné, c'est le niveau des prix qui s'accélère. Les prix à la consommation ont augmenté au mois de février par rapport au mois de février de l'année dernière de pratiquement 9%. Même si la Banque nationale serbe nous assure que l'inflation elle est contrôlée et dans les paramètres qui sont attendus, elle intervient également pour maintenir la stabilité de taux de change. Et ce que l'on note, donc cette augmentation des prix, elle se fait sentir notamment du côté des denrées alimentaires et de l'énergie, évidemment, parce que les prix de pétrole au niveau mondial augmentent et la situation est évidemment la même en Serbie. En revanche, un autre facteur qui joue beaucoup chez nous, c'est que le 3 avril, nous allons avoir des élections présidentielles, parlementaires et municipales pour une partie. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement a tout intérêt à maintenir une stabilité de la situation. Donc, justement, on a gelé des prix des denrées de première nécessité. Je parle là de la farine, l'huile, sucre, viande, et également des prix dérivés de pétrole qui ont aussi été gelés, les deux jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc, est-ce que c'est juste un effet élection? Est-ce qu'on va avoir une grosse augmentation après les élections? Ça reste à voir. Ceci dit, en Serbie, puisque tu l'as mentionné, le seul pays qui n'est pas encore dans l'Union européenne, on continue quand même à travailler sur ce processus d'adhésion et il est peut-être intéressant de mentionner pour les sociétés qui sont dans le secteur agricole, on vient d'adopter justement le programme de préadhésion à l'Union européenne IPARD pour le développement rural, qui va permettre notamment aux fermiers serbes d'acheter de nouveaux équipements, de moderniser leurs installations. Donc ça serait peut-être une belle opportunité pour les sociétés françaises qui travaillent dans ce secteur-là de venir vendre leurs machines et leurs équipements en Serbie. Voilà, autrement, ce que je disais, toujours pas de sanctions pour la Russie. Et d'ailleurs, nous sommes le seul pays qui maintient les vols vers Moscou. Voilà. Donc. Merci Sania. Élément de transition vers l'Hongrie, la même date pour les prochaines élections, le 3 avril. Donc, quel est l'impact de ces élections et quelle est la situation économique qu'on prévoit pour la Hongrie? Oui, les élections, ils arrivent comme en Serbie le 3 avril. Ça influence beaucoup les prévisions, aussi bien que la guerre qui est ukrainienne. Donc, comme tous les pays de la région, on était une économie stable avec une belle croissance. En 2020, la récession était limitée la première année de Covid. La deuxième, la reprise économique était vraiment sur un bon niveau, ayant atteint même le niveau de 2019, avec 7,1% de croissance en 2021. 2022 arrivant, malheureusement, la situation n'a pas continué sur ce train et aujourd'hui, les prévisions de croissance ont été revues à la baisse par la Banque nationale hongroise, même s'il reste difficile à donner un chiffre. Aujourd'hui, plusieurs mesures sont mises en place pour limiter l'inflation et pour rassurer la population. La Banque centrale a augmenté à 4,4% son taux directeur, plus forte hausse que estimée par les analystes d'une manière générale, c'était pas plus tard qu'hier. Les autres mesures que le gouvernement hongrois a mis en place en vue peut-être des élections, mais aussi pour rassurer surtout la population, un prix plafond pour le prix de l'essence à 1,26, pour vous donner un ordre de grandeur, et ce jusqu'au 15 mai.
Et parallèlement, il a mis en place des mesures de soutien pour les petites stations de service pour limiter les dégâts pour eux. Et également, sur les produits agricoles, il y a eu un stop aux exportations de produits agricoles et certaines denrées alimentaires. Aujourd'hui, comme dans tous les pays, c'est l'inflation qui inquiète tout le monde. Certaines osent même parler des inflations à 2 chiffres dans les mois à venir. Donc, la situation est plutôt inquiétante et les perspectives aujourd'hui vont être dominées très fortement par la crise ukrainienne et l'issue des élections. Je vous rappelle que Orbán Viktor est au pouvoir depuis 12 ans. Il postule pour un 4e mandat. Donc, le challenge est de taille. Merci Agnès. Allons vers la Pologne et avec une problématique qui est commune en Roumanie. On parle de plus en plus de relocation de certaines productions qui étaient basées auparavant en Ukraine et des opportunités d'installation plus ou moins temporaires dans les pays limitrophes. Lila, est-ce que la Pologne est déjà impactée, voit déjà cette arrivée des entreprises sur le territoire polonais? Et après, quelles sont les autres actualités économiques que tu peux partager avec nous? Oui, effectivement. Donc, selon les premières informations qu'on a du marché, certains géants en fait qu'aujourd'hui quittent la Russie, ils viennent en Pologne. Notamment, on parle de Coca-Cola, BP ou bien Samsung qui ont déjà commencé à augmenter leur production en fait en Pologne. Donc, ces entreprises-là choisissent la Pologne en effet pour sa capacité en fait d'avoir tenu et d'avoir eu de bons résultats malgré la pandémie. Et donc, on parle aujourd'hui de plusieurs, en fait, de 2000 nouveaux emplois créés en 2 semaines depuis en fait la guerre en Ukraine. Donc ça, je pense que c'est une opportunité que le marché polonais voit aujourd'hui avec toutes ces entreprises qui se retirent. Après, d'une manière globale, donc la Pologne, bien sûr, se heurte aux mêmes défis et problèmes que les autres pays de la région PECO. Donc, je rejoins ce que vous venez de dire. Donc, aussi pour l'inflation qui était déjà très importante, donc selon les pronostics, elle est revue en hausse. La croissance qui était très bonne, et donc la Pologne est sortie quasiment indemne de la pandémie. Aujourd'hui, on voit une croissance qui est revue en baisse, en fait, à cause de la guerre en Ukraine. Donc, ça, c'est des indicateurs en fait qui rejoignent un peu les mêmes tendances que chez nos pays voisins. Après, bien sûr, l'État a mis plusieurs dispositifs pour aider l'économie polonaise. Donc, d'un côté, on a le bouclier anti-inflation. La semaine dernière, de nouvelles mesures ont été mises en place, des mesures qu'on dit bouclier anti-Poutine. Ça veut dire qu'ils sont, en fait, c'est des mesures qui sont destinées à dérussifier l'économie polonaise. Il s'agit surtout, en fait, d'investir, par exemple, dans des énergies afin de perdre en fait cette dépendance qu'on a vis-à-vis de l'Ukraine, également par rapport à la hausse des prix alimentaires. L'État va aider les agriculteurs et donc ils vont toucher une allocation à cause de la hausse des prix des engrais.
Merci, merci Lila. On s'approche de la fin de ce tour des pays d'Europe centrale et orientale. Vous avez vu beaucoup d'impact économique, géopolitique. Des économies quand même qui ont fait preuve de grande résilience pendant la crise sanitaire et qui ont une préconisation de faire preuve de résilience pendant la période un peu tendue qu'on traverse tous en ce moment. Donc, comme chaque période, on voit les opportunités de la crise avec des nouveaux secteurs émergents et avec de nouvelles perspectives d'attirer comme on disait tout à l'heure, des investissements qui étaient avant en dehors de l'Europe vers l'Europe. Donc, je vous invite à rester, comme je vous disais, connectés avec les événements qui sont organisés pendant ces 2 jours et notamment rester connectés avec les pays qui vous intéressent en contactant les collègues autour de la table si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à un secteur ou un pays d'intérêt pour vous. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.